matière d'art, il y a plusieurs façons d'apporter sa pierre à l'édifice et vous allez voir que cette formule illustre parfaitement ce 12e numéro de l'agenda. Bienvenue et prenez place pour un voyage dans le temps qui vous emmènera en partie sur les bords de la Deûle. La Péniche, véritable pilier de la Seine lilloise, ferme définitivement ses portes. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce laboratoire musical. En parlant d'histoire, celle avec un grand H commence en Mésopotamie et elle est actuellement à découvrir au musée du Louvre-Lens. Enfin, nous partirons à la rencontre de celui que l'on peut surnommer le bâtisseur de la scène électro-hip-hop française. Wax Taylor est actuellement en tournée et l'agenda l'a suivi dans ses préparatifs. Prêt pour ce voyage dans le passé? Alors première escale en Égypte pour percer le secret des pyramides. Et oui, ce n'est pas parce qu'un mystère est vieux de 4500 ans qu'il ne faut pas tenter de le résoudre. Telle est la devise de la Scan Pyramide, une mission composée d'archéologues, d'artistes et de scientifiques qui utilisent les toutes dernières technologies de pointe. Allez, on se téléporte au cœur des pyramides. C'est dans les profondeurs du musée des Beaux-Arts de Lille qu'on présente en ce moment la mission Scan Pyramide, qui tente de percer les derniers mystères de leur construction. Alors, la mission Scan Pyramide a lieu sur le plateau de Giza, qui est en fait le plateau où se trouvent les 3 grandes pyramides. Celle de Khéops, que vous voyez ici, qui est la plus grande, à côté Képhren, et Mykérinos, qui est la plus petite. L'originalité de cette mission, c'est qu'elle allie le travail des ingénieurs au travail d'artistes. L'association d'artistes, compositeurs, dessinateurs ou photographes aux missions des scientifiques était courante au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, elle est devenue très rare. On essaie de découvrir déjà comment les pyramides ont été construites parce que ça reste toujours quelque chose qui nous interpelle. On sait que chaque bloc de la grande pyramide de Khéops pèse 2,5 tonnes. Donc il faut imaginer que c'est quand même un poids incroyable, qu'il y avait plus de millions de blocs de pierre qui ont constitué cette pyramide et on ne sait pas encore tellement comment elles ont été montées. Pendant longtemps, en fait, pour pouvoir découvrir des choses dans des monuments archéologiques, et notamment dans les pyramides, eh bien, il fallait casser, il fallait enlever de la pierre, et on abîmait finalement la pyramide. Mais depuis quelques années, on dispose en fait de différentes techniques non destructives, non invasives, qui permettent, sans toucher à la pyramide, d'essayer de deviner des vides, des structures qui se trouvent derrière les parois de cette pyramide. On combine différentes techniques qui consistent à scanner par exemple en 3D les différentes pyramides pour mieux comprendre leur architecture, utiliser les technologies de l'infrarouge pour mesurer les écarts de température et enfin utiliser aussi la technique en fait de ce que l'on appelle la tomographie muonique, c'est-à-dire utiliser les muons qui sont des particules qui arrivent de l'espace et qui nous bombardent en permanence et qui passent à travers la matière. Et en fonction de la densité que traversent en fait ces muons, ils sont plus ou moins absorbés et les muons nous permettent de faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire une radiographie interne des différentes pyramides. Et la pyramide de Khéops nous a fait un cadeau très récemment, mi-octobre, puisque l'on a découvert 2 cavités, 2 vides, l'un qui se trouve derrière la face nord, derrière les chevrons, ce qui semble être l'entrée principale de Khéops, et un autre vide, une autre cavité, à 105 mètres de hauteur sur l'arête nord-est. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer que ce type de projet soit le projet d'un seul homme, d'un seul archéologue. Il faut mélanger les compétences et surtout faire les légers pas de côté qui permettent d'aller chercher des techniques et des technologies dans des domaines différents de celui de l'archéologie et essayer de les appliquer à l'archéologie. Mélanger art, science et technologie nous semble primordial pour faire avancer aujourd'hui la connaissance que l'on a des pyramides. Et l'égyptologie n'avancera que si les égyptologues acceptent de travailler avec toutes les autres compétences scientifiques qui existent. On est ravis de pouvoir présenter au public l'archéologie telle qu'elle se fait aujourd'hui parce que, évidemment, nous, de notre côté, nous continuons aussi à étudier nos objets et la recherche évolue tous les jours. Donc c'est aussi pour montrer qu'un musée est vivant et que les connaissances que nous avons sur les objets que l'on présente, sur les sites dont ils proviennent, eh bien cette recherche évolue tous les jours. Alors si vous voulez tout savoir des secrets des pyramides,
C'est au Musée des Beaux-Arts que ça se passe, et c'est jusqu'au 12 février prochain. Grâce au Palais des Beaux-Arts de Lille, pas besoin de se déplacer jusqu'en Égypte. Je suis avec Fleur Morfois, la conservatrice en charge de l'installation. Bonjour Fleur. Bonjour, enchantée. Enchantée également. Alors on vient de voir dans le reportage ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir lors de l'exposition. D'après vous, pourquoi l'Égypte a toujours eu autant de succès ? Alors c'est effectivement le mystère de la Grande Pyramide qu'on aimerait bien percer parce que dans la Grande Pyramide de Khéops, on a trouvé un sarcophage qui était vide, mais pas de momie, pas de trésor. Et je pense qu'il y a toujours cet espoir de trouver une chambre quelque part avec un trésor caché. Vous parliez de votre... Archéologie du futur. Archéologie du futur, j'adore cette expression, finalement c'est exactement ce vers quoi on tend. Mais oui, parce qu'en fait l'archéologie c'est de la destruction. Parce que quand on fouille, en fait on enlève des couches et puis on arrive à la dernière couche qui nous intéresse, mais on a pu en détruire d'autres avant. Et là, la grande originalité, c'est qu'en fait, c'est une archéologie qui est non invasive, non destructive, puisque en fait, c'est des systèmes de scanners qui permettent d'analyser les vides et les creux. Eh bien, ces technologies sont adaptées aux pyramides. Donc, c'est un côté un peu fou. Complètement fou. Revenons sur l'exposition. Le lien direct entre le Palais des Beaux-Arts et cette mission. Alors c'est un lien d'amitié au départ avec François Schuiten, donc le dessinateur de bande dessinée, avec qui on a déjà travaillé, qui a déjà présenté un certain nombre de dessins, donc qu'il a fait dans d'autres expositions, et qui est membre de cette association qui s'appelle HIP, qui a lancé Scan Pyramide. En fait, il est cofondateur de cette mission qui allie à la fois des ingénieurs et des artistes. Donc c'est très original parce que c'est à la fois des technologies très pertinentes, tout à fait nouvelles, de pointe, et puis à côté de ça, ils ont souhaité s'allier le regard d'artiste. Quel est votre rôle dans l'installation en tant que conservatrice? Moi, je fais vraiment le lien avec cette mission, qui est donc des missions vraiment scientifiques, et la rendre compréhensible pour le public. Mais là, il faut donc mettre ça en lien avec nos collections, et puis avec l'œuvre des artistes, puisqu'en fait, on parle toujours du travail des ingénieurs dans cette mission, mais là, on va vraiment mettre ça en lien avec les dessins que François Schuiten fait pendant que les ingénieurs donc analysent les pyramides. Et donc, on a deux rythmes différents, parce qu'il y a une analyse donc immédiate grâce à la technologie, et François, il est à côté, il passe des heures à dessiner, et en fait, il a réussi à analyser la même chose, mais avec son regard d'artiste. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer dans l'exposition. Et j'ai envie de vous poser la question, comment on devient conservatrice de musée ? Alors, moi, j'avais un père qui était passionné d'histoire et donc il m'emmenait au Louvre. Il paraît qu'en poussette, j'étais déjà au Louvre. Donc, je pense que ça a dû un petit peu m'imbiber, m'imprégner, m'influencer. Et puis, voilà, comme beaucoup de personnes, je pense, voilà, le fait de regarder Indiana Jones, de lire Le mystère de la Grande Pyramide, tout ça, c'est extrêmement fascinant. Les hiéroglyphes avec Champollion. Et donc, c'est comme ça qu'on s'oriente au fur et à mesure. Et puis, moi, j'aime beaucoup le contact avec les objets. Et arriver à leur faire dire des choses, faire découvrir et transmettre ça au public. Et donc c'est aussi la chance que l'on a à travers ce métier. Merci Fleur. Merci beaucoup. Changement d'époque et de décor. On quitte les rives du Nil pour les bords de la Deûle. Après avoir accueilli des centaines d'artistes, la péniche largue définitivement les amarres. Alors considérée comme un laboratoire musical, cette salle de concert avait la volonté de faire découvrir de jeunes talents. Ça mérite bien une rétrospective, non ? Vous êtes OK avec l'idée qu'il n'y a plus de péniche? Vous êtes triste un peu, pas tellement? Pas grave, il y a Internet. Malheureusement, ce n'est pas une blague. Après 7 ans de bons et loyaux services, la péniche va voguer vers d'autres flots. Dernière soirée et dernier concert à bord du meilleur labo musical de Lille. On a vraiment voulu faire vivre ce lieu, on a la chance de le gérer de A à Z, du début à la fin pendant 7 ans. Donc c'est vraiment notre projet, notre bébé, et du coup on le tenait vraiment à cœur. Pierre, Yann et Moustache avaient une vingtaine d'années quand tout a commencé. Ils ont voulu relever le pari de faire vivre la musique indé dans un lieu atypique. Et ça a eu marché.
pourra pas faire mieux en fait. Et on préfère arrêter quand il est temps et que ça se passe bien. La péniche, c'est la maison. Il y en a beaucoup qui ont commencé ici, et j'en fais partie, et qui aujourd'hui se sont professionnalisés, mais c'est beaucoup grâce à la péniche. Lilywood on the Creek a inauguré la salle en 2010. Et ce soir, c'est Karma Sutra, Birth of Joy et Tête Bébé qui vont faire résonner pour la dernière fois les bords de la Deûle. Enfin, c'est un peu la maison ici. En tout cas, quand on n'y joue pas, on y est souvent et on adore le staff. Et... Ouais, c'est triste parce qu'on perd une jauge intermédiaire de salles. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aéronef, du Zénith, des grosses salles comme ça, c'est bien d'avoir une petite salle de 100 personnes, un peu intimiste, mais avec quand même des conditions techniques cool et une programmation pointue. Une salle sans compromis qui a su défendre pendant 7 ans une programmation audacieuse, mais qui est finalement trop petite pour atteindre l'équilibre financier. Il y a une ambiance de respect ce soir, c'est vrai quoi. Ça m'emmerde. Non, c'est embêtant parce que ça fait une scène en moins à Lille, ça fait plein de groupes qui passeront plus parce que des salles de cette capacité-là, il n'y en a pas. It's the Santiga! Au revoir. Ils ont tous fait des efforts pour venir, c'est une volonté de leur part de venir. Et nous, ça nous a touché. La réaction des groupes, quand on leur a demandé de venir jouer à la péniche, nous a touché. C'est vraiment, ça nous a confirmé qu'on a fait, je pense qu'on avait réussi le pari d'une salle de concert. And we would like to dedicate this next song to La Péniche. Hope you guys ready for the Dutch Boogie. Je pense que les gens à Lille qui ont vécu ces 7 ans avec nous s'en souviendront et parleront de l'époque de la péniche. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Ce projet, né grâce à la production lilloise À Gauche de la Lune, ne disparaît pas complètement. Attendez-vous à des surprises en 2017. Et surtout, n'oubliez pas de prendre vos places pour le Festival des Paradis Artificiels qui aura lieu en mars prochain. Annoncée en mars 2015 par François Hollande, l'exposition sur la Mésopotamie ici au musée du Louvre-Lens était très attendue. Cette expo est une véritable réponse au saccage des sites archéologiques par le groupe État islamique. Alors l'histoire commence en Mésopotamie et depuis le 2 novembre, on peut la découvrir. On se retrouve juste après le reportage avec la directrice du musée. La Mésopotamie est une région qui recouvre une grande partie de l'Irak et de la Syrie actuelle. Mais c'est aussi le berceau d'une civilisation qui a duré plus de 3000 ans. Alors il est évident que c'est un certain défi que de raconter une histoire longue. Donc on a essayé de faire un parcours qui soit le plus simple et le plus honnête possible par rapport à la richesse de l'histoire mésopotamienne. Jusqu'au 23 janvier, 400 pièces, dont des chefs-d'œuvre du 3e millénaire avant Jésus-Christ, sont mises en scène au Louvre-Lens. Certains n'ont jamais été montrés au public. La Mésopotamie antique est aussi connue pour avoir laissé des innovations majeures. C'est là qu'on a inventé l'écriture à la fin du 4e millénaire, mais c'est aussi là qu'on établit le décompte du temps que l'on continue d'utiliser, sa science en astronomie, ses premiers calendriers, le fait d'avoir pu prédire les éclipses. La richesse incroyable de cette civilisation fascine l'Occident depuis sa redécouverte au XIXe siècle. Aujourd'hui, on en trouve des traces dans tout notre imaginaire collectif.
beaucoup retrouveront des images de jeux vidéo, d'opéra, de théâtre, de beaux-arts très classiques, de bandes dessinées et j'en passe. Cette exposition a pu être montée grâce à une collaboration internationale de musées anglais, français, allemands et irakiens. Un projet très ambitieux, d'autant que le bassin mésopotamien est actuellement une zone de guerre, où disparaissent chaque jour des œuvres précieuses. C'est l'occasion pour le Louvre-Lens de rappeler à tous que la préservation des œuvres d'art est essentielle pour que des traces de notre histoire survivent à nos conflits. Nous sommes accueillis au musée du Louvre-Lens par sa directrice Marie Lavantier. Bonjour Marie. Bonjour et bienvenue. Merci, vous êtes à la tête du musée depuis septembre dernier. Vous avez quitté Nice pour le Pas-de-Calais. Alors j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce changement de région ? Le Louvre-Lens, tout simplement. Le musée est né à un moment où j'étais proche du Louvre professionnellement et j'ai toujours trouvé que c'était un projet merveilleux qui répondait à tout ce que j'aime dans mon métier, à la fois les territoires, les collections nationales, allier une échelle vraiment locale, une échelle internationale. Et puis par ailleurs, j'ai toujours été très attirée par la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. J'ai cherché à y travailler il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une région qui m'attire et accessoirement, depuis que je suis là au début du mois de septembre, il y fait beau tout le temps. On a eu un automne absolument merveilleux. Depuis le 2 novembre, les visiteurs peuvent venir au musée du Louvre-Lens pour découvrir l'exposition sur la Mésopotamie. Et c'est un véritable succès. Oui, ça marche très bien. On est très heureux parce que la Mésopotamie, c'est un monde finalement dont on a tous entendu parler. C'est une espèce de fantasme qu'on a tous quelque part dans notre esprit. Mais, et je le dis en toute simplicité, honnêtement, très peu d'entre nous savent exactement où c'est, quand c'était, de quoi on parle. Et alors, qu'est-ce qui vous passionne dans l'art ? L'art, je trouve, transporte dans un autre monde, enfin par la contemplation esthétique, par la beauté, mais pas seulement. L'art, ça permet de parler d'absolument tout. L'art parle de la vie quotidienne, l'art parle de l'amour, l'art parle d'énormément de choses qui sont universelles et qui permettent, à mon avis, effectivement, d'établir des liens entre les hommes. L'art parle aussi, évidemment, beaucoup de l'histoire en train de se faire, des civilisations, de leurs contacts. L'art, c'est un lieu pour moi d'échange aujourd'hui, à provoquer. Vous voyez que la Galerie du Temps, c'est aussi un endroit qu'on visite en famille, on se parle, etc. Mais l'art, c'est aussi vraiment le témoignage que finalement, dans la vie, même à travers l'œuvre d'un artiste qui croit travailler seul, retranché, etc., eh bien, on est toujours quelque part au cœur d'un monde en train de se faire. Voilà. Ce que j'aime dans l'art, c'est que c'est le lieu de tous les croisements. Et je veux dire, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le musée du Louvre-Lens et cette occasion complètement unique qui donne justement de comprendre cette collection du musée du Louvre dans son entièreté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge dans le monde occidental et dans le monde islamique, par exemple, au même moment, comment ces mondes se côtoyaient-ils? Qu'est-ce qu'ils se sont apportés les uns aux autres? Je trouve que c'est un lieu unique pour comprendre tout ça à travers cette galerie. De ce qui s'est passé. C'est un musée monde en quelque sorte. Le musée ouvre exceptionnellement 2 mardis. Donc pendant les fêtes, les visiteurs pourront venir le mardi également au musée. Oui, tout à fait. Donc pendant les vacances, vraiment ouverture en continu, avec comme d'habitude tout un programme d'ateliers, de ce qu'on appelle les impromptus, des visites guidées sans rendez-vous dans la Galerie du Temps, des visites, mais aussi le choix d'ouvrir effectivement en continu 7 jours sur 7. Donc les mardis des vacances de Noël, nous sommes ouverts. Merci Marie. Avec plaisir. En musique, il y a ceux qui suivent la mesure et il y a ceux qui inventent un style à part entière. Wax Taylor fait partie de cette seconde catégorie. Véritable sorcier du son, il s'est imposé en 4 albums et près de 600 concerts. Il est actuellement en tournée et après Nice et Marseille, il est passé par l'Aéronef. On en a de la chance.
C'est chez B-Side Records, un disquaire indépendant du centre de Lille, qu'on a croisé Wax Taylor, en pleine chasse. Ce DJ, qui produit lui-même ses disques depuis 15 ans, fait un stop express dans sa région. En pleine tournée mondiale et après 5 albums, il revendique plus que jamais son indépendance. Moi, le fait d'être producteur indépendant, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN. J'ai commencé comme ça. Je crois que c'est juste le garant, tu vois, de ma liberté artistique. J'arrive pas à concevoir les choses autrement. Quelques heures avant son concert, on l'a retrouvé à l'Aéronef, en plein tour de chauffe. Tu veux que je joue ? Ce soir, Wax Taylor et ses acolytes vont tenter d'embarquer une salle comble dans un road trip, direction le sud des États-Unis. J'ai un rapport au pays qui est vraiment privilégié et important, et du coup j'avais envie de profiter un petit peu de cet axe-là, de ce côté road trip, pour m'en servir un peu d'excuse pour revisiter la musique américaine du XXe siècle. Tout ce qui, moi, m'a nourri, autant en termes de son d'ailleurs que d'image. Pour mettre en scène son dernier album, Wax Taylor utilise la vidéo et tous les talents des musiciens et des rappeurs qui l'accompagnent. Sur scène, je suis accompagné par 4 musiciens. J'ai un batteur, un guitariste, un violoncelliste-guitariste, une flûtiste. Et je pense que c'est un live qui est beaucoup plus dans une énergie organique, quelque chose de plus rock par rapport à la tournée précédente. Fonctionne le mieux à mon sens, c'est peut-être ce qu'on calcule le moins, quoi. C'est qu'à un moment donné, t'as 9 personnes qui interagissent sur scène et qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment. Sur cet album By Inhibis, pour moi, il y avait un rapport à l'organique, à l'espace, aux grands espaces et à l'air. J'avais besoin qu'il y ait de l'air dans le son. Elle a ce truc intéressant, c'est que c'est une porte ouverte vers l'imaginaire de chacun. C'est un peu comme la littérature. Quand tu lis un roman, au final, tu te forges tes propres images. Et je pense que là, j'avais vraiment envie de revenir à quelque chose de plus organique dans le rapport à la scéno. Ce soir, à l'Aéronef, c'est complet. On est à Lille, donc j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'on va passer une super bonne soirée. Moi, j'attends la date depuis longtemps. Je pense que tous, en plus, comme la grande partie de l'équipe est lilloise, ça va être familial ce soir. Ouais. Ça tombe bien, on est speed aussi. C'est l'heure là, tu vas au plateau, tu sais. Après l'Aéronef, la famille Wax Taylor s'envole pour Philadelphie, Boston, Chicago et New York, avant de filer vers le sud, la Louisiane et la Géorgie. Au mois de décembre, la majeure partie d'entre vous sera en vacances. Alors nous avons fouillé et déniché de quoi vous divertir pendant vos congés. Pour rire, direction la Comédie de Lille avec Love Me Tinder. C'est sexy, girly et funny et c'est à découvrir jusqu'au 30 décembre. Pour s'évader, rien de tel que le Cirque du Soleil qui revient avec pour la première fois en France le spectacle Varecaille, ce qui veut dire peu importe le lieu dans la langue des Romanichels. Le Zénith Arena de Lille leur servira de chapiteau du 14 au 18 décembre. Et pour se souvenir, ne ratez pas Du sel au pixel, la première exposition de photographie que le Musée des Beaux-Arts de Lille réalisera à partir de ses propres clichés. De quoi découvrir son musée et les différentes techniques qui ont fait l'histoire de la photographie. Notre voyage dans le temps se termine, l'agenda revient l'année prochaine et on se quitte avec cette citation d'Andy Warhol. On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.